Madame la ministre, Monsieur le président, mes chers collègues, il est heureux que la culture soit un tant soit peu préservée dans le contexte budgétaire que nous connaissons, même si la vigilance est toujours de mise. Et nous allons y revenir dans une minute. À ce titre, le budget que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans une trajectoire de progression des crédits au cours des années précédentes. En effet, le montant global des crédits demandés en 2025 pour la culture s'élève à 3,9 milliards d'euros. Le gouvernement avait initialement déposé un amendement augmentant les crédits de la mission de 266 millions d'euros en autorisations d'engagement et de 160 millions d'euros en crédits de paiement. L'amendement que nous examinerons ce matin sera d'un montant légèrement inférieur. Ces moyens sont attendus. Ils devraient être ciblés vers la défense du patrimoine et plus particulièrement, c'est un sujet qui nous tient tous à cœur ici, du patrimoine rural. Je note également que le gouvernement a déposé un autre amendement de minoration de 130 millions d'euros qui réduit tout de même cette majoration. Amendement qui est arrivé à 2 heures du matin dans la nuit, messieurs, dames. Les crédits dédiés aux grands projets continuent de constituer une part importante de la mission. Malgré la clôture de plusieurs chantiers de grande ampleur au cours des dernières années, 18 millions d'euros sont notamment prévus pour le site des Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine. Il faut également noter que les 50 millions d'euros sont prévus sur le programme 131 pour financer des investissements structurants à destination des opérateurs du spectacle vivant. Une partie de ces moyens contribuera également aux travaux du nouvel établissement public résultant de la fusion en 2025 du Mobilier national et de la Cité de la céramique Sèvres-Limoges. Le cas de l'Opéra de Paris doit faire l'objet d'une attention particulière. L'établissement se trouve face à un mur d'investissement au cours des prochaines années. Le besoin de financement exceptionnel est estimé à au moins 200 millions d'euros d'ici 2030. L'Opéra met en avant des besoins de travaux importants sur les 2 sites de représentation, alors que l'établissement a annoncé la fermeture de Garnier entre 2028 et 2030, puis de l'Opéra Bastille entre 2030 et 2032. Nous avons choisi, avec mon collègue rapporteur spécial Didier Rambaud, de mettre cette année l'accent sur le centre Pompidou qui devrait fermer à l'été prochain pour travaux jusqu'en 2029. Le chantier s'annonce titanesque. Les 150 000 œuvres des collections du musée devront être déménagées au nouveau centre de Massy qui vient d'être terminé. L'ensemble des personnels du musée sera redéployé vers d'autres sites, une partie des œuvres étant exposée jusqu'en 2029 au Grand Palais. L'État a d'ores et déjà engagé 226 millions d'euros pour la rénovation technique de Beaubourg, notamment son désamiantage. En parallèle, le centre a pour objectif de réorganiser les différentes fonctions de manière plus rationnelle et plus lisible au sein du bâtiment pour un montant estimé à 207 millions d'euros. Cette partie des travaux a vocation à être financée exclusivement sur fonds propres. Il ne reste cependant que quelques mois avant de boucler ce budget, sans quoi les ambitions de l'établissement devront nécessairement être revues à la baisse. S'agissant enfin du spectacle vivant, l'année 2024 confirme les bons résultats opérés quant au retour du public, mais les exigences de financement vont avec. La fréquentation des opérateurs est en progression de 5,6% par rapport à la saison dernière et retrouve pour la plupart d'entre eux les niveaux antérieurs à la crise sanitaire. Je souligne cependant un point d'attention. La plupart des lieux de spectacle vivant ont été durement touchés par l'inflation qui a limité leur marge artistique au cours des 2 dernières années. Le nombre de levées de rideaux a ainsi diminué pour l'essentiel des opérateurs du programme 131. Mais il est nécessaire que l'offre de spectacle aille dans le sens d'une rationalisation de la production, alors que la Cour des comptes indique que le nombre moyen de représentation pour un spectacle était en 2019 de 3,7 dans un centre dramatique national et de 2,3 pour une scène nationale. De telles statistiques ne sont plus tolérables sur le plan environnemental et sur le plan budgétaire. En réponse, le ministère a mis en place le plan Mieux produire, mieux diffuser, pour lesquels 9 millions d'euros étaient prévus en 2024. Sans remettre en cause l'objectif global qui semble de bonne politique, on peut s'interroger sur le caractère paradoxal de la mise en place d'un cadre administratif doté de moyens spécifiques, alors que l'idée initiale est celle d'une simplification et d'une rationalisation de la production. Dans la situation budgétaire actuelle, sans doute
Utilité plus efficace sur le plan budgétaire de jouer sur le volet des aides à la création artistique en les conditionnant à des objectifs de nombre de représentations ou de critères environnementaux. Au-delà de ces remarques, l'avis de la commission et avant les amendements de la nuit proposait d'adopter les crédits de la mission. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la Commission de la Culture salue la relative stabilité précaire du budget à la création artistique, la transmission des savoirs et la démocratisation de la culture. Ce statu quo présumé doit cependant être mis en perspective de la ponction pratiquée dans les recettes des collectivités. Celle-ci aura des effets en cascade sur l'ensemble des échelons qui seront tentés ou contraints de se reconcentrer sur leurs compétences obligatoires. La culture pourrait être la première compétence partagée touchée, alors que son financement public est assuré à 75% par les collectivités. Il faut s'attendre à des baisses de subventions aux structures, à des retraits de participation, à des projets co-construits, à des désengagements financiers d'équipements structurants, à des renoncements à investir, avec pour conséquence l'annulation d'événements, la fermeture de lieux, la disparition d'associations et de compagnies, la suppression d'emplois. Ces renoncements, d'ores et déjà en cours dans les régions, des départements, des métropoles, des communes, ébranlent l'ensemble de l'édifice de la compétence culturelle partagée, aussi bien dans sa dimension financière qu'institutionnelle. Je peux évidemment passer sous silence l'exemple de la région Pays de la Loire, dont le budget dédié à la culture a été réduit des 2/3 cette année. Cette coupe drastique et brutale va avoir des conséquences graves et durables sur l'ensemble de l'écosystème culturel local. Cette fragilisation sans précédent du socle financier et partenarial des politiques culturelles dans les territoires affectera aussi les actions que vous menez. Quel avenir pour le programme Mieux produire, mieux diffuser, qui repose sur un cofinancement État-collectivité ? Quel ancrage pour votre plan culture et ruralité qui a besoin de l'ingénierie des collectivités ? Alors que le secteur de la création fait face à une grave crise économique devenue systémique, cette action ministérielle fragmentée, faite de plans et de programmes successifs, nous interroge. En ce qui concerne la transmission, la Commission constate qu'en dépit d'aides ponctuelles débloquées, les difficultés structurelles des établissements persistent. Le plan global de réforme des écoles d'art territoriales annoncé en fin d'année tarde à se concrétiser. La mission de diagnostic pour objectiver leur situation financière n'a toujours pas commencé. Certes, les écoles relèvent d'abord des collectivités, mais l'État doit être à leur côté. Il en va de l'égalité d'enseignement supérieur artistique. C'est d'ailleurs pourquoi nous proposerons un amendement pour améliorer les conditions d'accès des étudiants boursiers à ces écoles. En matière de démocratisation, la Commission accueille favorablement votre projet de refonte du pass culture, qu'elle a toujours considéré comme un outil et non une politique publique en soi. À ce titre, nous estimons indispensable que la SAS Pass Culture soit intégrée à la liste des opérateurs d'État afin d'améliorer le contrôle du Parlement sur ses moyens de fonctionnement. Nous formulerons des propositions suite à une table ronde où nous avons pu entendre tous les protagonistes. Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations, la Commission a donné un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission Culture, mais comme l'a dit ma collègue Sabine Drexler, c'était avant les nouvelles propositions qui viennent d'être formulées. Madame la ministre, monsieur le président de commission, chers collègues rapporteurs, j'avais, comme tous les collègues qui vont s'exprimer ce matin à la tribune, préparé une intervention écrite qui saluait un certain nombre d'avancées, qui regrettait un manque d'ambition, qui détaillait un certain nombre de sujets. Mais comme tous les collègues ce matin, par la grâce d'un amendement nocturne, vous me direz, nous commençons à avoir l'habitude de voir arriver des amendements 1 heure avant l'examen du budget, eh bien, je suis, comme tout le monde, contrainte de reprendre mon texte. Dans cette intervention, je faisais état d'une déception, d'une forme de déception de l'ensemble du secteur culturel et des élus que nous sommes sur le budget, qui traduisait un manque de soutien affirmé, constructif, positif à l'ensemble des artistes et des acteurs de la création et culturelle. Ce manque de soutien entraînant, et c'est extrêmement grave, et nous avons eu l'occasion d'y travailler au sein de la commission culture, entraînant de fait un poids qui pèse sur la liberté de création, la liberté même de création, et nos collègues Sylvie Robert, Else Joseph et Monique de Marco avaient d'ailleurs travaillé à une évaluation de la loi LCAP intéressante qui nous disait des choses de ce point de vue-là.
Et puis je saluais, parce que c'est, je crois, l'habitude de travail de notre commission, au-delà de ces interrogations ou frustrations ou doutes, je saluais le travail constructif de notre commission, notamment sur les écoles d'art, notamment sur les scènes de musique actuelle, notamment sur les festivals. Mais est arrivé, quelques heures avant l'examen du budget, un amendement qui minore de 130 millions d'euros les crédits de du budget culture. Et ça appelle de ma part deux remarques finalement. Deux remarques sur le fond et sur la forme. Sur le fond, nous avions une interrogation, à défaut d'avoir une réponse sur la place qui est accordée aujourd'hui par le gouvernement à la culture comme outil d'émancipation individuelle et collective, comme outil de construction du commun, comme engagement de liberté qui permet de faire nation, qui permet de faire république aussi, et ça n'est pas rien dans le monde dans lequel nous sommes. Mais quel manque d'ambition! Quel manque d'ambition! Alors que nous sommes dans un moment où des collectivités territoriales sont en train de raboter, puisque c'est devenu le mot à la mode depuis 3 jours, les crédits qu'elles consacrent à la culture, à la création. Et cette baisse de crédits que vous avez apportée de manière nocturne est un élément qui va accélérer ce désengagement des collectivités locales. Parce que s'il n'y a pas d'ambition portée par l'État en matière de création culturelle, alors ce sera une raison pour ceux qui, par ailleurs, sont contraints à des exercices budgétaires difficiles, alors ce sera le moteur d'un désengagement financier de la part des collectivités territoriales. Cet amendement nocturne, il est bien plus grave finalement que ce qu'il porte en tant que tel. Il est celui qui met le feu aux poudres. Mais, bizarrement, dans ces amendements nocturnes, nous pouvons constater, alors d'abord une règle de 3 qui m'échappe, puisque quand le gouvernement précédent, il faut suivre en ce moment, visait 5% de déficit, on baissait de 90 millions d'euros le budget de la culture. Finalement, on nous expose dans une règle mathématique qui me laisse pensive après tant d'années d'études d'économie, que quand on vise 5,4% de déficit, finalement, on arrive à moins 130 millions d'euros, comprenne qui pourra. Mais dans cet exercice mathématique et budgétaire étrange, il n'y a qu'un seul sujet finalement qui est préservé aujourd'hui par le gouvernement, c'est le pass culture. Le pass culture, alors que nous avons tous porté, à des degrés différents, je vous l'accorde, chers collègues, nous avons tous porté le besoin d'un débat, d'un travail approfondi, redisant que le pass culture n'était pas une politique culturelle, mais un outil de politique culturelle, et que les différents rapports d'évaluation qui se succèdent ne pouvaient être ignorés par les parlementaires et par le gouvernement. Eh bien, celui-là, finalement, et bizarrement, il ne subit une baisse que de 5 millions d'euros, alors qu'il pouvait y avoir un travail qui permette de préserver. Et en effet, la table ronde évoquée par Karine Daniel était éclairante de ce point de vue-là. Préserver ce qui doit l'être et d'avancer, tout en ayant le souci de la bonne gestion des deniers publics. Et puis, il y a un sujet de forme. Et je ne peux pas m'empêcher, au bout de 3 jours où nous avons repris nos débats budgétaires, de le poser. Il y a un sujet de mépris pour l'ensemble de ceux qui font vivre la culture dans notre pays. Mais il y a aussi un sujet de mépris pour les parlementaires que nous sommes, de mépris pour le travail que nous menons au sein des commissions, de mépris pour l'ensemble des tables rondes, des auditions, du travail qui est fourni par les rapporteurs et auquel ils associent l'ensemble des élus. Depuis 3 jours, nous voyons se succéder à cette tribune des ministres qui nous disent « Rassurez-vous, nous allons très bien travailler et concerter avec le Parlement ». Ok, c'est dans les éléments de langage, chers amis, mais en fait, en vrai, le Parlement, vous le piétinez depuis 3 jours, vous le piétinez aujourd'hui. Nous ne pourrons pas rester muets face à ce mépris pour l'ensemble de ceux qui font la culture et ce mépris des parlementaires. Monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, madame la ministre, mes chers collègues. Victor Hugo écrivait « Il faut des moments aux cités de l'homme autrement, où serait la différence entre la ville et la fourmilière ». Nous avons toutes et tous conscience de l'importance du patrimoine pour notre humanité collective, mais aussi de sa fragilité. Vecteur de rayonnement et de fierté pour nos territoires, il vacille aujourd'hui, ce dont témoignent ces 2 chiffres. Près d'un quart des édifices protégés en tant que monuments historiques sont en mauvais état, 5% sont en état de péril.
Dans ce contexte d'urgence, le gouvernement propose un effort budgétaire par voie d'amendement. Il est en revanche regrettable que son montant s'avère inférieur à celui initialement annoncé et que nous ayons pris connaissance de ces derniers chiffrages seulement ce matin, à savoir 245 millions d'euros en autorisation d'engagement et 149 millions d'euros en crédit de paiement. Il ne faut par ailleurs pas oublier, d'une part, que ce budget s'inscrit dans un contexte de coupe budgétaire pour nos collectivités qui risque d'avoir un impact en cascade sur les crédits alloués à l'échelle locale en matière de valorisation et de sauvegarde du patrimoine. D'autre part, que le gouvernement défend dans le même temps un coup de rabot qui vient d'être aggravé, minorant les crédits de ce programme à hauteur de 48 millions d'euros. Quelles seront les actions concernées par cette coupe ? Nous défendrons pour notre part, dans la suite de nos débats, l'obtention de crédits supplémentaires visant à traduire la recommandation d'un rapport d'information sur les architectes des bâtiments de France que j'ai eu l'honneur de présider aux côtés du rapporteur Pierre-Jean Verzelen, préconisant le recrutement d'un architecte de bâtiments de France supplémentaire par département. Revenir sur les 20 millions d'euros de baisse des subventions allouées à plusieurs musées et augmenter de façon significative les moyens consacrés à l'action acquisition et enrichissement des collections, dont la trajectoire de baisse s'inscrit à rebours de la concurrence mondiale accrue sur le marché de l'art. Et enfin, nous aurons un amendement visant à augmenter la subvention attribuée à l'INRAP pour lui permettre d'exercer ses missions dans de bonnes conditions et un autre pour revaloriser de 2 millions d'euros le montant du fonds incitatif ciblé et partenarial pour un appui financier précieux pour nos communes rurales. Je souhaiterais, pour conclure, souligner que si la restauration de Notre-Dame de Paris en un temps record est un succès dont nous pouvons nous féliciter, elle nous rappelle aussi à quel point la mobilisation collective, notamment des acteurs et services publics, au service d'un objectif commun, nous permet d'aller plus loin. Faisons le souhait que cette mobilisation puisse se poursuivre au service de la sauvegarde de notre patrimoine du quotidien.